Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à backtester une stratégie de trading en Python, à optimiser ses paramètres et à afficher ses résultats graphiquement comme ça, ça ou ça. On va utiliser la bibliothèque VectorBT pour backtester une stratégie de croisement de moyenne mobile. C'est une bibliothèque extrêmement rapide, on va optimiser des dizaines de milliers de paramètres en quelques minutes. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais même te montrer un petit bonus. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour voir davantage de vidéos comme celle-ci. Je suis trader indépendant, c'est mon métier, donc n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Donc c'est parti, je vais t'emmener sur mon notebook. Je pars du principe que tu sais déjà utiliser Python. Si c'est pas le cas, je t'invite à regarder sur Google, c'est franchement très facile à installer et à comprendre. On va commencer par importer les modules dont on va avoir besoin dans cette vidéo. Déjà VectorBT naturellement, qui sera le moteur de backtesting. Et on va aussi importer NumPy et Yahoo Finance pour télécharger des données historiques, parce qu'on va tester notre stratégie sur des vraies données. Avant de commencer, je vais juste mettre un thème, parce que je déteste avoir des graphiques qui sont blancs. Parce que, comme je t'ai montré dans l'intro, on aura beaucoup de graphiques, tu vas voir, on pourra faire beaucoup d'analyses statistiques, on va pouvoir afficher nos trades, des heatmaps, on va pouvoir faire pas mal de choses vraiment super intéressantes. Et sois bien attentif parce qu'à la fin de la vidéo, je vais aussi te montrer comment afficher différents jeux de données et faire des optimisations différentes sur ces jeux de données différents. Donc voilà, ça annonce plein de bonnes choses. Alors on va exécuter cette cellule pour importer les modules. Ça va prendre environ 3 à 5 secondes parce que VectorBT, il faut savoir que c'est vectorisé et c'est surtout compilé. Comme tu sais, Python c'est un langage interprété, mais il y a certaines bibliothèques qui permettent de compiler du langage interprété en langage machine, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Alors il y a certaines choses que tu peux pas faire, hein, évidemment, mais pour faire de l'optimisation de paramètres, par exemple, ce qu'on va faire, refaire les mêmes opérations sur énormément de données, et ben ça va être très facile avec VectorBT parce qu'on va pouvoir compiler notre code, le stocker en cache et ensuite le réutiliser à l'infini. Bref, si tu sais pas ce que je te raconte, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, hein, je vais tout coder de A à Z comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça, tu peux me suivre, tu peux vraiment comprendre avec moi. Donc voilà, c'est parti. Alors notre première date d'entrée, notre date de départ pour les données historiques, on va prendre depuis 2004, comme ça va faire exactement 20 ans, et la date de fin, ce sera le 1er janvier 2024, exactement 20 ans. Alors on va faire 2024 0101, et on va utiliser Yahoo Finance Download. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va faire Yahoo Finance Download, on va le stocker dans Price, on va faire Download avec notre ticker qui sera euro-dollar égale X, pour avoir le ticker, les données historiques de euro-dollar. On va demander notre start date et nos end date, et on va prendre que la colonne close, on n'a pas besoin de tout le reste, parce que là, on va faire le backtest que sur les prix de clôture. On va le stocker dans un data frame, et ensuite on va pouvoir l'afficher, tu vas voir à quoi ça ressemble. On va faire vbt.plot.show, j'ai oublié une parenthèse ici, et ça va nous donner les prix d'euro-dollar, tu vois. Et on va faire nos backtests là-dessus, on va faire une moyenne mobile sur ces données-là, pour aller backtester notre stratégie. Donc, à contrario de MetaTrader, avec le langage MQL5, où j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, où tu as directement accès aux données parce que c'est fait pour. Là, tu dois les intégrer avec un autre outil. Donc là, en l'occurrence, Yahoo Finance, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut être un broker, ça peut être MetaTrader aussi. Tu peux télécharger des données de MetaTrader vers Python. Abonne-toi si tu veux que je te montre comment faire. Je pourrais en faire une vidéo. Mais là, je ne vais pas m'attarder dessus. On va se concentrer sur le backtest. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une fonction qu'on va appeler runBacktest. On va lui passer des paramètres de prix, un paramètre de moyenne mobile rapide et un paramètre de moyenne mobile lente. Et on va tester les croisements entre ces deux moyennes mobiles. Donc on va lui donner le Fast MA Period et le Slow MA Period. C'est tout simplement les fenêtres de temps de nos moyennes mobiles. Et ensuite, à l'intérieur de notre fonction, on va déclarer une variable et on va utiliser vbt.ma pour moving average.run. On va lui passer un prix, notre window, notre fenêtre, ce sera donc fast MA period, et on va lui demander que ce soit par colonne. Donc on va mettre par colonne égale true. Et on va faire pareil pour la même mais pour la slow. Donc je vais copier-coller pour aller plus vite. On va tout simplement demander notre slow MA. Je vais mettre un petit shift tab ici. Et là, ce sera slow MA period. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner un portefeuille de ses entrées et de ses sorties. Notre entrée, ce sera quand la moyenne mobile rapide passe au-dessus de la moyenne mobile lente, et inversement, quand elle passe en dessous, on va sortir. On va déclarer une variable entries, on aura fastma.ma_crossed above. Alors, ça, c'est une fonction qui est dans VectorBT. Ça, naturellement, c'est pas dans Python. Il faut déjà avoir stocké notre moyenne mobile dans la variable fastMA. Et je pense que tu as compris, on va la faire crossed above, la faire croiser au-dessus de notre slow MA, notre moyenne mobile lente. Et inversement, nos exits, nos sorties, ce sera pareil, ce sera fastMA, mais ce sera crossed below. On va passer en dessous de notre moyenne mobile lente. Et ce qu'on va retourner, c'est notre portefeuille. On va retourner le portefeuille de toutes les positions. Donc on va return vbt.portfolio.from signals
Ça, c'est à partir des signaux d'entrée et sortie. Donc c'est ce qu'on va lui passer. On va lui passer le prix, les entrées et les sorties. On va aussi lui passer les directions. Donc là, on va mettre both pour dire que c'est les deux qu'on veut prendre, des achats et des ventes. Et on peut aussi lui passer la fréquence. Ça, c'est pas nécessaire, mais c'est si par exemple tu veux faire des calculs comme le ratio de Sharpe, bah t'en as besoin pour le journaliser ou le mensualiser ou l'annualiser. Tu as besoin de savoir la fréquence. Donc voilà, on va exécuter cette cellule pour définir notre fonction. Et maintenant, on va l'exécuter. On va stocker dans une variable portfolio. On va lancer notre backtest avec notre prix et notre moyenne mobile. On va prendre la 21 et la 50 pour l'instant. Ensuite, on va faire de l'optimisation, comme je t'ai dit. Mais là, pour l'instant, pour te montrer, on va juste faire avec ça. On va exécuter notre fonction. Ça va prendre un petit peu de temps au début parce que ça va compiler le code, comme je t'ai dit. Maintenant que c'est compilé, si on le refait, ça va prendre 0 secondes, tu vois. Ça a pris 0,0. Et là, même si on élargit, si on met 21, 200, pareil, ça va prendre, tu vois, 0 secondes. Donc bref, on va mettre 50. Ça va être utile pour tout à l'heure, hein, de pré-compiler pour ensuite faire l'optimisation. Et maintenant, grâce à cet objet portfolio, on va pouvoir exécuter, par exemple, le total return, voir combien on a gagné. Donc là, on a gagné 26%. Mais on va aussi pouvoir lui demander sa value. Donc on va définir une variable equity curve et on va lui demander la value comme ça. Et ensuite, on va pouvoir la mettre graphiquement. Tu vas voir, on va faire equitycurve.vbt.plot.show. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça, c'est plus le prix, c'est notre courbe de rendement. Tu vois que ça utilise une base 100. Après, si on voulait, on pourrait préciser un solde de départ. Mais là, c'est simplement le rendement base 100 de notre stratégie. Donc tu vois que la plupart du temps, elle oscille quand même autour de 0, hein, naturellement. Et à la fin, elle gagne quand même pas mal. Hein. Regarde, à la fin, c'est pas si terrible. Là, si on regarde que cette période ici, c'est pas trop mal. Ça monte. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est montrer quelques graphiques qui sont assez intéressants à regarder. Donc on va demander notre portfolio et on va faire .plot.show. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va nous donner plein d'informations sur le trade. Donc je vais lancer la cellule. Et tu vois, ce que ça va faire, c'est qu'on aura deux informations de trade avec les entrées, les sorties, tu vois ici. Ensuite, on aura notre PNL, donc le résultat de tous les trades. Pareil, on peut filtrer comme on veut en cliquant sur le graphique de cette manière et en double-cliquant pour dézoomer. Et on a aussi le cumulative returns, donc les rendements cumulés de notre stratégie par rapport à notre benchmark, par rapport au prix sous-jacent. Tu vois, la courbe en gris, c'est euro-dollar. Donc là, après, ça n'a pas forcément de sens sur euro-dollar parce que c'est pas un actif qui monte, mais c'est utile quand tu fais du backtest sur les indices boursiers, par exemple, sur le S&P, sur le Nasdaq. Tu peux voir graphiquement si ta courbe elle monte plus haut que l'indice sous-jacent. Donc là, tu vois, d'une certaine manière, on a surperformé euro-dollar. Tu vois, à la fin, notre valeur, notre equity curve est au-dessus de l'indice, du prix. Donc après, tu peux t'amuser avec d'autres choses. Hein. On peut afficher les trades aussi. Tu peux faire .plot-trades.show ou juste plot trade, je crois. En gros, tu peux afficher, ça prend un peu plus de temps. Non, c'est bon. Et tu peux afficher avec des petites barres comme ça tes trades pour les voir encore mieux graphiquement. Bref, c'est vraiment très complet, il y a pas mal de choses à faire, mais ce qui est vraiment super avec VectorBT, c'est l'optimisation de paramètres. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller notre fonction runBackTest et on va un peu la modifier pour faire des simulations de plusieurs combinaisons de paramètres. Si les voitures veulent bien arrêter de klaxonner, non mais à Kuala Lumpur, il y a tellement de bruit, c'est une singerie. Les motos, les camions, le métro, c'est pas Bali quoi, c'est pas Bali. Bref, peu importe, t'es là pour faire du backtesting. Donc on va juste la modifier rapidement, on va mettre simulate all params par exemple, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'au lieu d'avoir deux variables pour fast MA et slow MA, on en aura une seule qui va faire des combinaisons. Donc on va mettre MA periods au pluriel et on va supprimer une des deux. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un tuple, enfin en gros on va avoir deux variables, on va avoir slow MA comme ça, et on aura une seule fonction, qui sera la fonction vbt.ma.run-combs, pour run des combinaisons, et on a juste à lui donner le prix et la MA periods, et c'est tout. C'est tout, il va faire automatiquement toutes les combinaisons possibles. Donc par exemple, si on lui donne 21-50, ça va commencer par faire 21-22, 21-23, 21-24, 21-24, 25, etc. jusqu'à avoir fait toutes les combinaisons possibles. Donc tu te doutes bien que si on lui donne des périodes assez larges, ça va vite faire beaucoup, voire énormément de combinaisons possibles. Ce qui prendrait des heures, des jours, voire même des semaines à faire en MQL5, si tu dépasses 10 000 paramètres, il ne faut même pas penser à MQL5 tellement c'est lent. Mais par contre, on va le faire en 2 minutes avec Python, avec VectorBT. Donc le reste de la fonction, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. On va aussi retourner un portefeuille des positions avec les entrées et les sorties. C'est simplement nos MA, nos fast et slow MA qui vont changer. Donc on va exécuter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un range avec NumPy. Notre MA period, ce sera np.arrange.
Et on va pouvoir lui donner tiens, de 21 à 50 pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc on va mettre notre portfolio, on va mettre plutôt on va mettre in portfolio pour que ça soit différent de celui qu'on a fait au-dessus. Et on va donner du coup simulate all params, on lui donne le prix et notre MA periods. Et ce que ça va faire maintenant, c'est que ça va tout seul, ça va retourner dans votre portefeuille, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps quand même. J'ai menti, ça prend 3,6 secondes parce qu'il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Mais après, on va faire avec plus. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est prendre le in-portfolio et demander avec, par exemple, total return et voir combien on a de paramètres avec .shape. On va pouvoir voir, tu vois, on a 406 différentes combinaisons. Donc c'est pas énorme, on peut faire beaucoup plus. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le faire pour le fun. Bon, ça va peut-être prendre 1 minute ou genre 40 secondes. On va faire de 2 à 400. Et là, on va voir combien de temps ça prend. Donc, résultat des comptes, ça a pris 1 minute 28 pour faire nos combinaisons entre 2 et 400. Et on va voir combien il y a eu de combinaisons. Et là, ça va être dans les dizaines de milliers. Là, ça va être vraiment énorme. Naturellement, il faut aussi qu'il calcule le total return pour toutes ces combinaisons. Donc c'est très rapide parce que c'est vectorisé, il a simplement à faire la somme à chaque fois, il fait la somme de la value, toutes les positions ont un résultat, il fait la somme de tous ces résultats, et là tu vois qu'on a 79 003 combinaisons différentes. Donc tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement à trouver les meilleures combinaisons, celles qui rapportent le plus d'argent, celles qui ont le meilleur Sharpe ratio, celles qui ont le moins de drawdown, etc. Donc un exemple tout bête, ce serait de prendre notre in-portfolio, de prendre le total return, et de demander avec IDX Max, c'est quoi son index qui a fait le plus de rendement. Donc là, on a la moyenne mobile rapide 100 et la moyenne mobile lente 101. Donc pour voir un petit peu ce que ça donne, on va aussi pouvoir afficher l'equity curve, donc on va mettre in equity curve, on va demander sa value, in portfolio, donc là on va mettre entre crochets les meilleurs paramètres, donc on va mettre 100 et 101, d'ailleurs on va les noter pour pas les oublier. On va déclarer ici une variable best params, et on va pouvoir la réutiliser à l'intérieur, on va mettre best params, et maintenant on va pouvoir demander la value. Et ensuite quand on va la plot, ce sera de tout ce portefeuille qui va contenir les 79 000 combinaisons, on va uniquement afficher celles avec les meilleurs paramètres, parce que sinon t'afficherais 79 000 courbes globalement. Donc on va mettre in equity curve, on va faire .vbt, .plot, .show comme ça, et donc on aura une belle courbe. Là tu vois qu'elle est quand même nettement plus belle que l'autre d'avant. Bref, c'est bien beau, mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que à vue d'œil, incroyable, ça fait que de monter là, c'est génial. On a fait une optimisation, on a trouvé les meilleurs paramètres, donc on lance en live, on est content, on va pouvoir gagner plein d'argent. Mais c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Faire autant d'hyper-optimisation de paramètres, c'est le meilleur moyen de faire du surentraînement, de l'overfitting. En fait, si on fait une analyse plus poussée, on va rapidement se rendre compte que ces paramètres, c'est de la chance. C'est de la chance, en fait. On a regardé dans le passé et on s'est dit « Ah, dans les données du passé, c'est ça qui fonctionne le mieux ». Mais en réalité, c'est pas ce qui fonctionnera le mieux pour le futur. Et un moyen de te montrer ça rapidement, c'est d'utiliser notre portfolio, on va demander le total return, et on va mettre une heatmap, on va faire vbt.heatmap, et ça va ressembler à ce que je t'ai montré dans l'intro. Dans l'intro, ça va être ça. Alors, c'est moche, je vais mettre .show pour que ce soit beau. Donc là, tu vois qu'il y a beaucoup de valeurs, c'est très granuleux, il y a vraiment beaucoup de data points, donc notre heatmap est vraiment assez évidente à comprendre. C'est que là, tout ce qui est en bleu comme ça, les très longues moyennes mobiles, ça ne gagne pas d'argent. Ça gagne pas d'argent, ça fait un retour négatif. Tu vois que la value, c'est moins 0,43. Et tu vois que les meilleures stratégies se trouvent ici dans le cluster jaune. Donc ça peut te donner une idée sur le comportement de ta stratégie. Mais le truc, c'est que il est très grand ce cluster, tu vois. Il est très grand, ça va de quasiment 200 jusqu'à 70 à peu près. Donc comment savoir laquelle est la meilleure? Et si on regarde à peu près par ici, là où il y a le 100, 101, c'est très exactement ici, pourquoi ce serait elle la meilleure et pas elle par exemple, tu vois? Celle qui est là. Là elle est pas mal aussi celle-là, elle est bien jaune. Pourtant, le max du max, le meilleur total return du portefeuille complet, il est ici. Donc on peut pas vraiment savoir ce qui est le mieux. Et un bon moyen d'évaluer si en effet on a une bonne stratégie ou si c'est juste overfité sur les données historiques, c'est d'avoir plusieurs jeux de données, des jeux de données différents sur lesquels on va tester nos paramètres. Alors avant de continuer, je vais juste baisser un petit peu la lumière. Maintenant, ce qu'on va faire, petit bonus, bien joué à toi si tu es resté jusque-là dans la vidéo, on va diviser notre jeu de données en deux, on va optimiser nos paramètres sur le premier jeu de données, et ensuite on va exécuter l'algorithme, le backtest, sur le deuxième jeu de données qui n'a pas été optimisé. Et ça va nous permettre de voir s'il y a des différences entre les deux, parce que si dans le premier jeu de données on a des rendements démentiels, qu'on a des Sharpe ratios énormes, mais que dans le deuxième jeu de données on n'a pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même comportement,
c'est qu'il y a un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux nos données historiques, on va demander la taille totale de nos données, notre prix, et on va le multiplier par 0,5 par exemple, ou 0,75 si on veut faire 3 quarts, ou juste une demi, ça dépend de comment tu veux diviser tes données historiques. C'est assez commun de faire 3 quarts, donc là on va faire 3 quarts. Donc on détermine l'index, le split index, donc on va diviser en deux, on va déclarer une variable prix 1, et on va prendre depuis le début jusqu'au split index, et on va faire pareil pour le prix 2, mais l'inverse, on va faire à partir du split index jusqu'à la fin. Et ce que ça va nous donner, ça va nous donner deux jeux de données différents, mais qui sont toujours de euro-dollar. On aura 15 ans pour le prix 1 et 5 ans pour le prix 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fait le split index. Est-ce que c'est parce que... Ouais, parce que j'ai multiplié par un double. Bon, on va le forcer à être en int. Et ça devrait marcher. Tout est bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va run notre backtest avec les meilleurs paramètres sur le prix 1 et sur le prix 2. Et tu vas voir que ça va pas du tout être la même chose. Donc c'est parti, on va déclarer nos variables, on va l'appeler inSample et outOfSample, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. La première partie du jeu où on optimise s'appelle inSample, et les données où on va tester ensuite les paramètres, c'est le outOfSample. Ensuite, on va appeler la fonction runBackTest, et on va pas lui donner price, on va lui donner price1. Le prix, mais seulement jusqu'à 2019, seulement 15 ans, de 2004 à 2019, et de 2019 à 2024, on aura le price 2, et ce sera notre outOfSample. Donc on va mettre 100 et 101. Pourquoi 100 et 101? Parce que c'est nos meilleurs paramètres, hein, si tu as bien suivi. Et on va mettre out of sample. On va, pareil, demander le run backtest avec prix 2 et les mêmes paramètres. Et tu vas voir, ça va pas du tout faire pareil, vraiment, ça va être complètement différent. Donc, pour l'instant, je vais rien te montrer. Donc pour ça, on va demander la inSample equity curve. Et attends, d'ailleurs, je me demande, mais non, du coup, il faut qu'on refasse le simulate all parameters. On va le refaire, parce que du coup, là, le 100-101, c'est sur le total jusqu'à 2024. Mais pour être vraiment rigoureux, on va faire seulement jusqu'à 2019, parce que du coup, sinon, ça va aussi être bon pour 2019-2024. Donc on va pas faire ça. Avant, on va simuler tous les paramètres, et ça va nous donner le portefeuille. Notre inSample, c'est ça. Il ne faut pas faire le run backtest comme ça. On va faire inSample égale simulate all parameters. On va faire simulate avec price1, et nos MA periods, on va mettre np.arrange. On va mettre pareil de 2 à 400 pour le fun. Et voilà. On va faire juste notre cellule, on va l'exécuter. Et ensuite, dans le outOfSample, on va donner les best parameters, mais qui ne seront pas forcément 100 et 101. Ce sera autre chose, là, je pense. Qu'est-ce que ça aurait fait, là, si on n'avait pas mis... Attends, génial. Ça aurait fait quoi, à ton avis, si on avait juste mis 100, 101? Bah, ça aurait tout simplement fait la même courbe que je t'ai montré juste avant, hein, naturellement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Allocation failed, probably too large. Bon. Pourtant, ça avait bien marché au-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais n'importe quoi? Toujours en vidéo où je fais n'importe quoi. J'ai mon NRange. Parce que là, je fais en freestyle, hein, comme d'habitude. J'essaie de tout coder d'un seul coup. Donc j'ai bien mon price, mon MA periods. C'est normal. C'est bon, j'ai résolu le problème. Devine, c'était quoi le problème? C'est que j'avais pas branché mon ordi. Du coup, mon processeur tournait pas à plein régime. Super. Parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra, donc j'ai essayé de faire du Python sans brancher mon ordi. Qu'est-ce que je ferais pas pour YouTube? Donc abonne-toi pour ça, regarde ce que je lui fais endurer à mon PC, là je lui fais faire du backtesting en mode économie d'énergie sans être branché. Bon bref, maintenant qu'on a notre portefeuille inSample, on va pouvoir faire la même chose, on va demander le total return et on va lui demander son index maximum pour savoir les meilleurs paramètres. Donc ça peut être aussi 100 et 101, mais c'est quand même peu probable. Ça va sûrement être un autre qu'on va utiliser ensuite pour télécharger le outOfSample, pour simuler les paramètres outOfSample. Et cette fois-ci, on ne lui donnera pas MA period, on va faire run backtest avec ces paramètres-là. Tu vois, on a 77 et 94. Donc c'est parti, on va le faire. On va faire outSample égale run backtest. Et notre run backtest, on va lui donner notre prix 2, la deuxième partie de notre échantillon de données. Et la moyenne mobile rapide, ce sera 77 et 94 pour la deuxième. On lance le backtest, ça c'est très rapide puisqu'il n'y a qu'un seul à faire. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher graphiquement. On va demander les deux equity curves, on va faire equity curve inSample, et on aura notre inSample.value, comme ça. Et ensuite, on va faire aussi outSample equity curve, et pareil, on va demander la value, outSample.value. Et ensuite, on va concaténer les deux. Je pense que je vais rebase l'un pour qu'il match sur le dernier index du premier. Comme ça va vraiment pouvoir être lisse. Parce que comme je t'ai dit, c'est une base 100. Donc si on met le début de la base 100 à la fin de l'equity curve du premier jeu d'entraînement,
il va y avoir un gros gap entre les deux. Donc je vais le rebase. Pour faire ça, rien de plus simple, on va mettre notre OutSampleEquityCurve qui sera notre OutSampleEquityCurve divisé par OutSampleEquityCurve.iLoc0. iLoc0 c'est tout simplement le premier indice, c'est la première valeur, notre base, et on va la multiplier par notre base sur laquelle on veut rebase. Donc ce sera le dernier index de notre InSampleEquityCurve. Est-ce que tu suis tout ce que je dis? Tout simplement, on va faire InSampleEquityCurve, et là ce sera .iLoc de -1 pour la dernière valeur. Et maintenant, on aura exactement la même chose, hein, ce sera la même equity curve, sauf que on aura seulement... Attends, il y a une erreur. Hein. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que le début de notre outsample, ce sera la fin du insample. Il y aura les mêmes rendements, il y aura la même chose, ce sera le même retour, ce sera la même courbe, simplement pas avec la même base. C'est ça que ça fait. Bon, pourquoi il y a une erreur? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je fais n'importe quoi. Oh là là. Parce que là, en gros, il faut bien comprendre que c'est pas les mêmes objets, c'est pas les mêmes objets. Dans InSample, on a plein de vecteurs, on a 79 000 combinaisons. On a les combinaisons de 2 à 400. Et OutSample, c'est aussi un vecteur, mais que d'une seule combinaison, 77, 94. Donc là, si je donne le portefeuille InSample, il va pas comprendre parce qu'il y a plein de différentes combinaisons. Donc il faut mettre les best parameters. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nos best parameters, on va mettre ici, best params. Pas grave, on va overwrite, tant pis. On lance cette cellule-là, on met best params ici, et maintenant si on relance, tout est bon. Voilà, j'aime pas faire des erreurs, mais en même temps, ça me permet de te montrer comment les résoudre. Donc d'un côté c'est pas si mal. Bref, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher côte à côte. Donc pour ça, on va créer une figure qu'on va appeler fig, et on va plot la première, et ensuite ajouter la deuxième à la fig. Donc on va commencer par notre InSampleEquityCurve, donc on va mettre vbt.plot, et on peut lui donner des paramètres, pourquoi pas. On va mettre, on va dire une line color, notre couleur de notre ligne, ça va être bleu, et on mettra rouge pour l'autre, pour les différencier. Donc là, on va pouvoir rajouter l'autre, on va mettre OutSampleEquityCurve.vbt.plot, et là, on va préciser la figure, qui va être notre fig, et pareil, on peut lui mettre des arguments, on va mettre line color, qui sera rouge cette fois-ci, red, comme ça, on va pouvoir faire la différence entre les deux, et bien sûr, on va pouvoir montrer la figure, et ça va donner ça. Donc là, tu vois la différence entre les deux, il y a un petit trait blanc, enfin un petit trait lisse, je veux dire. C'est normal, c'est qu'il n'y a pas eu de trade pendant ce moment-là. En gros, on a commencé base 100, enfin du coup base à la fin du equity curve du InSample le 11 janvier, tu vois, 11 janvier, mais il n'y a pas eu de trade pendant tout ce temps. Ou alors il y en a eu un, mais il n'a pas été clôturé, tu vois. Là, cette période-là, si on regarde juste ça, c'est une catastrophe, c'est pas du tout une bonne stratégie. On arrive à la fin de la période en dessous du prix de départ. On commence par un gros drawdown, ensuite on remonte un petit peu, mais voilà, on n'arrive toujours pas à remonter. Notre rendement annualisé, il est catastrophique. Alors que tu regardes l'optimisation, ça, le jeu d'entraînement en bleu où on a optimisé nos paramètres, il est génial. Donc comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est tout simplement l'overfitting, c'est ça, le surentraînement sur les données historiques, ça ressemble à ça graphiquement. Et ce qu'il faut te dire, ce qu'il faut comprendre à travers cette vidéo, c'est que si tu fais une optimisation et tu te dis, bon allez maintenant je la lance sur les marchés, c'est ça qui va arriver. Tu vas te prendre ça. Tu vas te prendre ça, même si le backtest était comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère aussi t'avoir montré pourquoi les stratégies comme ça, très basiques, de croisement de moyenne mobile, peuvent paraître très bonnes sur le backtest, et pourtant ne sont pas très bonnes en réalité. C'est une question d'overfitting sur le jeu d'entraînement, il faut faire varier les jeux de données. Si tu arrives à faire suffisamment varier les jeux de données, tu verras que tu peux optimiser des paramètres sans pour autant les surentraîner. Donc abonne-toi si tu veux que je te montre des techniques pour éviter l'overfitting. On pourra faire des rolling splits, on pourra simuler des données, on pourra faire vraiment plein de choses super intéressantes. Donc abonne-toi pour pas rater ça, mets à jamais la vidéo, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et moi je te dis à la prochaine.